Bonjour à toutes, bonjour les gazelles. C'est le 7e module de la formation Naturo-Féminité. Ça y est, la boucle est bouclée, on intègre le corps et le mental et le psychologique. Vous allez voir, c'est un module d'intégration et qui va vous inviter surtout à écouter ce que votre corps, vos corps, on va vous dire. Vous allez voir, c'est un peu plus complexe. Mais d'ailleurs, c'est marrant parce qu'en faisant ce module, je me suis dit: «En fait, corps, il y a un S à la fin. C'est un nom singulier, hein, le corps et pourtant, il y a un S» et vous allez voir, je pense que j'ai trouvé l'explication. Alors, je vous partage le diaporama. Donc, ce module, vous n'avez pas de livret, mais par contre, vous avez un diaporama assez complet, assez fourni. Donc celle qu'il souhaite, avant que je commence à le dérouler, vous pouvez, l'imprimer ou imprimer la partie prise de notes, qui est un peu plus réduite et où il y a l'espace pour prendre des notes. Voilà. Mettez en pause, allez l'imprimer. Parce qu'effectivement, sur l'écran, vous verrez peut-être pas tout ce que j'ai écrit. C'est un diaporama assez complet, que vous pourrez garder sous le coude quand vous voudrez et vous y référer. Donc, le thème de ce dernier module, c'est donc écouter les messages de son corps. On est toujours dans la formation Naturo-Féminité. Souvenez-vous, je fais un petit récap global. Module 1, les cycles féminins. Module 2, on a exploré, comment prendre soin de ses seins. Module 3, comment prendre soin de sa santé intime. Module 4, c'était sur, hem la sexualité. Le module 5, on a vu les archétypes des déesses. Là, on est vraiment allé dans l'inconscient. Le module 6, vos équilibres hormonaux, comment les conserver vraiment avec des conseils très naturopathiques. Et donc là, le module 7, on intègre le tout. Et surtout, on apprend au quotidien, enfin, je souhaite vous transmettre pour toutes les femmes, comment écouter votre corps, des indications pour écouter votre corps. Et pour les naturopathes, pardon, comment décrypter les messages psychosomatiques de vos consultantes. On est dans le champ de la psychosomatie, hein, ok, d'accord. Voilà. Mais pour commencer, je vais vous passer une petite vidéo de tango. Je ne vous ai pas encore parlé de tango, pourtant c'est quelque chose aussi que j'ai pratiqué et qui m'a beaucoup appris. Heu, Beaucoup appris sur, justement l'écoute du corps. Parce que figurez-vous que c'est une danse improvisée, le tango. Alors oui, parfois vous avez pu voir, des danses de tango qui étaient un peu spectacles, un peu démonstratives où les partenaires, répétaient un ensemble de pas appris à l'avance, mais a priori, c'est pas ça le tango. Le tango social, le tango de fête en Argentine et tel qu'il se développe maintenant partout, c'est un tango d'improvisation. Donc imaginez un homme, une femme, se connaissent ou pas, se rencontrent, se mettent, vraiment collés l'un à l'autre et vont improviser ensemble, bien sûr sur une musique. Et je trouve que c'est une super métaphore de la vie, entre, nos corps, la musique de la vie et comment on improvise dessus à plusieurs. Bon là, c'est un couple, mais je vous le propose comme une métaphore de nous avec notre corps. Alors on peut simplifier en disant le mental et le corps, hein, mais vous allez voir que c'est même un petit peu plus complexe. Mais pour commencer, voilà, cette vidéo en introduction, j'ai choisi volontairement cette vidéo où on voit un couple qui prend le temps de cette rencontre. Alors, je dis pas qu'ils se connaissent pas, hein, je pense que c'est un couple qui a l'habitude de danser ensemble. Mais néanmoins, vous allez voir que la démonstration de ce couple dans ce tango, ils prennent vraiment le temps de montrer comment justement la rencontre des deux, voilà, la lenteur de la rencontre entre les 2 corps qui va permettre ensuite de danser vraiment ensemble. Voilà, enfin, je vous en dis pas plus, mais observez, c'est normal, j'ai choisi une vidéo, c'était assez lent. Je ne vais pas forcément vous passer tout le tango. Savouriez ça. Bien démarrer. Pas voulu démarrer. Voilà, j'agrandis.
La noche más absurda y más terrible, cuando es terrible, cuando soy lucido. Perdóname si el mío, quien quiso castigar por ti. Ay, santo, que puede perseguir así. Si estando imaginando por amor, son los inicios que abrieron en la historia, son superiores, son memoria. O grito en mi dolor, se alzará. Voilà, on va s'arrêter là. On va peut-être pas regarder tout le tango. Voilà, j'espère que vous avez pu voir. Alors évidemment, ils attendent que la musique commence au début, hein, que le chanteur commence à chanter, pardon, que la musique permette ce démarrage, mais c'est un temps vraiment où, vous voyez, les yeux sont fermés, les deux corps se rencontrent et s'écoutent. Et donc je trouvais que c'est une belle métaphore de ce qu'on a à vivre, nous aussi, avec nos corps, cette écoute. Hop, j'agrandis un peu ma petite pastille. Hop. Voilà, donc on va continuer. Donc voilà, c'est ce qu'on va voir dans ce module, hein, c'est comment écouter ton corps, mais ton corps avec des S, avec un S. Écouter les messages aussi, les comprendre, c'est vraiment toute la partie, une bonne partie de ce module. Donc on va voir effectivement, j'arrête de laisser le suspense là-dessus, qu'en naturopathie, on considère qu'il y a 4 corps. Et oui, c'est une approche globale des 4 corps qu'on propose en naturopathie. Et tout symptôme, tout malaise est un signal qu'un des corps est déséquilibré. Pas nécessairement que le corps physique, hein, un des corps, un des 4 corps. Je vous parlerai ensuite de comment faire confiance à l'intelligence du corps, à l'énergie vitale pour restaurer les équilibres, ou restaurer quand il y a eu réparation nécessaire. Je vous parlerai des brouillards de messages parce qu'en fait, logiquement, on a tout ce qu'il faut pour écouter nos corps, mais malheureusement, l'homme a inventé des toxiques qui nous empêchent d'être vraiment à l'écoute du corps et certaines addictions aussi qui sont un problème pour l'écoute du corps. Voilà, un petit aparté là-dessus. Et enfin, je vous parlerai comment on fait, voilà, comment on interprète symboliquement tous les symptômes, les pathologies. On rentrera même dans des exemples de pathologies. Ça va plus intéresser les naturopathes ou celles qui sont concernées ou qui ont cette curiosité tout simplement. Voilà, c'est toujours l'ambition aussi de la naturopathie, d'écouter ça pour prévenir vraiment la maladie. Autrement dit, le mal qui dit quelque chose, hein, qui a interprété. Donc voilà les fameux 4 corps en naturopathie. Je vais réduire un petit peu mon cadre. Voilà comment voilà, ça c'est Pierre Valentin Marchessault, donc un des pères de la naturopathie, qui a défini ces 4 corps, hein. C'est lui qui a vraiment structuré toute la théorie de la naturopathie, bon avec d'autres, mais en tout cas, en France, c'est principalement lui. Donc il a dit que nous étions constitués d'un corps physique, donc qu'il a appelé aussi minéral. Là, c'est une photo d'un de ses petits livrets, hein, les livrets de Marchessault, pour ceux qui connaissent. Donc d'un corps physique, minéral, c'est le corps le plus dense. C'est le corps, c'est celui qu'on touche, voilà, c'est notre corps physique. On a ensuite un corps vital. Je saute sur le corps éthérique, mais je vous explique, j'y reviendrai après. On a un corps vital qui est notre corps énergétique autour de nous, celui qui contient l'énergie vitale. C'est comme ça que Marchessault l'a appelé. Ce corps vital, c'est lui qui va être capable de capter l'énergie vitale qui ensuite va venir intégrer le corps physique pour notre vie de tous les jours, hein, cette force de vie qui nous anime. Voilà, force vitale, énergie vitale, corps vital. Ok. Et entre les deux, on a le double éthérique.
ce corps vital, il va aussi correspondre, dans le corps minéral, ce qu'on va pouvoir dans le corps physique, ce qu'on va pouvoir entendre, c'est, c'est en général, voilà, des douleurs, des cassures et cetera. Dans le corps vital, ce qu'on va sentir, ce sont les émotions. Ce corps vital, vous l'avez peut-être déjà ressenti, c'est à peu près notre zone, la zone autour de nous où on n'aime pas que quelqu'un qu'on ne connaisse pas pénètre, hein. C'est notre Parce que c'est une extension de notre corps, c'est notre zone d'intimité, en fait, encore. Donc, vous avez peut-être déjà, vous, sûrement, ressenti, quelqu'un qui arrive par derrière, quand il commence à entrer en contact avec le corps vital, en général, on sent la présence, même si on l'a pas entendu, même si on l'a pas vu, hein. C'est pour ça que je parle par derrière. Donc voilà, ce corps vital, c'est vraiment ça. Il peut être plus ou moins grand en fonction, justement, de notre réserve d'énergie. Quand on est tout fatigué, tout dévitalisé, le corps vital, il est tout près du corps, et quand on est bien, quand on se sent bien, on a notre corps vital qui s'expand. OK? Ensuite, on a, le corps mental, et donc entre le corps vital et le corps mental, on a la conscience psychologique. Ouais, marqué spicologique, mais c'est psychologique, on est d'accord? La conscience. Voilà, ce corps mental, c'est là où se forment toutes nos pensées, nos formes pensées, et cetera. Pensées qui peuvent d'ailleurs se raccrocher à des, égrégores qui peuvent, c'est-à-dire des tout à coup, tout le monde est en train de penser que, le coronavirus, c'est dangereux, c'est une pandémie. Hop, notre corps mental à nous va se raccrocher à ça et capter le message. Bon, évidemment, l'histoire du coronavirus, ça passe aussi par les informations, audibles, mais voilà, on peut se laisser happer par des égrégores, via le corps mental. Et enfin, on a le corps spirituel qui est là-haut, qui lui est détaché, hein, du corps physique, qui est quelque chose, voilà, ça c'est pour les gens vraiment qui sont, dans une appréhension spirituelle de la vie. La naturopathie l'est, ça fait partie de l'enseignement de la naturopathie de comprendre que l'homme est spirituel, et donc Marchesso lui a dit: «Il y a un corps spirituel qui est détaché du corps physique, et l'intersection entre le corps mental et ce corps spirituel, c'est une âme immortelle». Donc en fait, l'âme immortelle et le corps spirituel vont survivre au corps physique et au corps mental. D'ailleurs, souvent la nuit, notre corps, physique, minéral, est au repos. Le corps vital, lui, opère presque, un détachement de ce corps physique pour aller capter de l'énergie vitale, et les autres corps, ils font ce qu'ils ont à faire, ce qui fait que parfois on a des rêves, qui viennent de d'on ne sait où. On peut aussi avoir des rêves qui viennent du corps, de la conscience psychologique, hein, ou de l'inconscient, bien sûr. Et vous avez sur ce petit schéma une, bulle odorante, des résidus éthériques. En fait, voilà, Marchesso considérait que, le double éthérique se nettoyait par les pieds. Souvent d'ailleurs, on pue des pieds. C'est bien parce qu'il y a une accumulation de toxines qui viennent et du corps vital et du corps, minéral, pardon, physique, et donc qui viennent s'accumuler autour des pieds dans une espèce de bulle, et c'est pour ça qu'il est très important d'aller marcher pieds nus dans l'herbe pour nettoyer ça, dans la terre, ou de prendre des douches, ou de se laver les pieds, où les pieds sont vraiment une bonne zone, d'accès à la détoxination. Alors, comprendre les messages de ces 4 corps du coup. C'est quoi? Je vais vous donner un peu l'exemple du syndrome prémenstruel. C'est comme ça que s'appelle, c'est ce sigle SPM, ça vient du syndrome prémenstruel. C'est un ensemble de choses que la femme peut ressentir avant l'arrivée de ses règles, hein, prémenstruelles. Et la spécificité c'est que quand les règles vont arriver, tous ces messages du corps vont s'arrêter. Alors qu'est-ce que sont ces messages justement? Ça peut être des malaises ou des mal-être, et c'est vraiment des messages, pour le coup, des 4 corps, comme je vous disais. Le corps physique, ça peut être des douleurs, hein, pour le SPM, on sait, douleurs de ventre, douleurs de tête, migraines, douleurs de sein. Donc là, on est vraiment dans la matière, le corps physique qui a mal. Ça peut être dans le corps émotionnel, le corps vital, des émotions qui se chahutent, hein, une colère, une irritabilité, une tristesse qui monte
pendant ce SPM. Ça peut être dans le corps mental, des pensées. Je vous ai déjà parlé du fait que pendant le SPM, le critique se réveille, hein. Les pensées critiques se réveillent et peuvent être très instructives d'ailleurs. Et enfin, ça peut être le corps spirituel qui s'exprime à travers des états d'âme. Se sentir complètement en décalage avec, ses aspirations. C'est à ce moment-là que ça peut monter, se dire que: «Mais qu'est-ce qu'on fait là sur, terre?» Enfin, une espèce de trouble qui est au-delà de simplement, critiquer ce qu'on est en train de faire, mais qui semble plus profond, plus élevé. Voilà. Donc comprendre les messages, par exemple, du SPM, c'est déjà comprendre qu'il y a des messages qui viennent de nos 4 corps. Alors ces messages, ils vont constituer donc un ensemble appelé le syndrome prémenstruel et d'ailleurs, les médecins officiels, hein, la médecine officielle a dit que ça pouvait recouvrir 160 symptômes. Imaginez, c'est quand même un truc, assez, énorme, le SPM. En tout cas, c'est très large et du coup, pour chaque femme, ça va être vécu assez différemment et différemment du coup, parce que ça vient exprimer quelque chose qui est propre à chacune. Derrière, ça veut dire qu'il y a, au niveau du corps physique, un déséquilibre hormonal. Voilà, on en a pas mal parlé des déséquilibres hormonaux, mais c'est clair. Et il y a certainement aussi un malaise psychologique en lien avec la féminité. Ça, évidemment, c'est tout mon message. J'espère que vous l'aurez compris. Et là, c'est là qu'on vient faire la synthèse de tout ce qu'on a vu, appliqué évidemment au SPM pour le coup. Et ce phénomène peut très bien être amplifié pendant la préménopause. La préménopause, c'est cette phase qui peut durer une dizaine d'années, hein. C'est pas juste, juste l'année d'avant la ménopause, hein. Ça, c'est la périménopause. La préménopause, c'est quand justement, ça peut être autour de la quarantaine. Les taux d'hormones commencent à baisser. On a le foie qui commence à être un peu surchargé. On a moins de vitalité en fonction de notre rythme de vie. Et on vit du coup plus de dérèglement hormonal. Et ça peut être amplifié du coup, parallèlement, avec une espèce de crise de la quarantaine, hein, crise, où on voit les femmes se poser la question de, quel est le sens de ma vie? Où je vais? Comment je vais? Et cetera, est-ce que mon boulot? Est-ce que ma famille? Est-ce que mes enfants? Et souvent, en plus, les enfants, à ce moment-là, c'est des vrais, boutons poussoirs parce que c'est des ados, donc quand la femme a la quarantaine, c'est à peu près des ados, heu, en moyenne et du coup, ils s'amusent à venir, questionner, questions existentielles. Des ados viennent re-questionner la femme sur des questions existentielles. Voilà. Bon alors bon, c'est un tableau, brossé à grands traits, hein, la crise de la quarantaine, je dirais qu'aujourd'hui, en fait, ça touche quand même beaucoup plus que la quarantaine. Heu, Moi, je vois des jeunes, je suis très étonnée, qui dès 20 ans, se posent des questions existentielles auxquelles moi, je n'ai eu accès qu'à la quarantaine, mais et qui du coup se reconvertissent très tôt, voilà, avec la crise actuelle, le changement de société qu'on est en train de vivre, tout ce que cette pandémie bouscule, en fait, bon voilà, je pense que c'est maintenant un peu réducteur de parler de crise de la quarantaine. Mais en tout cas, voilà, comprendre ça, c'est comprendre qu'on est devant tout ça quand on a un SPM. Là, je vous ai transmis donc avec ce module, hein, en lien, justement, une classification qui reprend 30 des 160 symptômes. Donc vous voyez là, on a pris les plus courants et du SPM et vous voyez qu'en fait, ils se répartissent, pour moitié, quasiment, entre, des symptômes psychologiques et des symptômes physiques. Et quand on va parler de psychologie, on va voir que ça peut être des fois, des choses plus profondes que simplement la psychologie, de surface, puisque vous allez lire, hein, la colère, la tristesse, donc là on est dans les émotions, l'anxiété, on est un peu plus profond. Un désintéressement pour les occupations habituelles, donc là on est presque dans les états d'âme, manque de confiance en soi, humeur dépressive, mauvaise relation à son corps, sentiment de culpabilité qui remonte, donc là on est dans le corps, mental, hein. Sentiment de désespoir, donc là on va vers une crise de l'âme,
crise de larmes, hyperémotivité, donc le corps vital vibre, désir de solitude, dévalorisation de soi. Bon voilà, vous lirez l'ensemble de ces symptômes, mais ça recouvre quand même des choses assez profondes en fait, et qui sont vraiment à écouter en tant que telles, à décrypter. Et ça peut aller, moi j'ai eu des femmes qui m'ont consultée parce que ça pouvait être jusqu'à des accès d'explosion violentes. C'est-à-dire que moi je me souviens de cette femme qui m'a consultée en me disant: «Bah moi, quand je suis en SPM, j'ai peur de moi-même, je peux devenir très violente. Je peux avoir l'impression d'une modification de ma personnalité». Vous voyez, on est sur des choses quand même, pas des moindres en fait. Et puis des symptômes physiques, ça c'est plus connu, ballonnement, difficulté à se concentrer, mal de dos, douleur, problèmes digestifs, problèmes de sein, œdème, fatigue, céphalée, hypersomnie, enfin vous voulez. En tout cas, c'est pour vous dire que c'est hyper instructif pour les naturopathes ou pour celles qui aussi, peuvent en avoir ressenti de se dire: «Bah tiens, en fait, tout ça, c'est rattaché à un syndrome prémenstruel». Et beaucoup de femmes vont se rassurer, hein, sur des forums ou des groupes Facebook, en lien avec le SPM, rien que pour se rassurer, de se dire: «Ah là là, ah oui, en fait, ça fait bien partie du SPM. Et toi, est-ce que tu sens ça aussi pendant ton SPM? Et toi, est-ce que tu as aussi des nausées pendant le SPM? Et toi?» Enfin, ça n'arrête pas de ping-ponger dans ces groupes-là, sur ces questions. Savoir si ça en fait partie ou pas. Donc effectivement, ça rassure les femmes en général de savoir qu'il y a réellement une cause hormonale et que tout ça n'est pas que dans la tête. Parce que sinon, elles peuvent penser devenir folles avec tous ces symptômes psychiques, hein. Néanmoins, on peut leur dire ça, nous en tant que naturopathes, ou maintenant moi je vous le dis pour vous qui êtes femmes et peut-être subissez ça. Néanmoins, il y a besoin d'écoute, c'est-à-dire que l'inconscient, en fait, les 4 corps, pour simplifier, on peut dire l'inconscient, envoie des messages corporels et émotionnels liés à la féminité à travers ce SPM, hein, à travers ces différents signaux. Et il y a besoin effectivement de connaître le déséquilibre hormonal avant qu'il ne devienne pathologique, hein, parce que derrière ça peut devenir pathologique, mais aussi de prévenir la maladie. C'est-à-dire que si on n'écoute pas ces petits signes, au bout d'un moment, on va vraiment peut-être tomber dans une vraie maladie. Vraie. Même si le syndrome prémenstruel quand même peut pas apparaître comme parfois très, très handicapant. Et je l'ai déjà dit dans un autre module, il me semble, quand il devient pathologique, on l'appelle trouble dysphorique prémenstruel, hein. Donc, pour les naturopathes, la question va savoir quelle est la dominante du déséquilibre œstrogène-progestérone, entre l'œstrogène et la progestérone, hein. Je vous ai parlé ça dans le je vous donne aussi, les indications sur les typologies de SPM, ça me semble super important. Savoir s'il y a aussi un problème de testostérone, s'il y a un problème de prolactine, des neuromédiateurs ou des autres hormones. C'est important de faire ce tableau des malaises et des désagréments que vit la femme dans ce SPM parce que, bah, il faut la soulager, hein, rapidement, savoir sur quel terrain effectivement il se manifeste, mais aussi ça permet de mieux comprendre le tableau général qui s'exprime au travers de ça, d'un point de vue d'approche de la féminité. Comprendre qu'il y a des causes, c'est important. En naturopathie, on va toujours chercher les causes hormonales, d'où elles viennent aussi dans le champ de l'hygiène de vie, et les causes aussi psychologiques, énergétiques, spirituelles. Ouvrir le champ psycho-émotionnel, c'est hyper important. Alors, dans les causes hygiéniques qui sont vraiment de l'ordre du corps physique, vital, hein, souvent les hygiénistes, hein, c'est un courant de la naturopathie, c'est une des parties de la naturopathie, ça veut dire qu'on ne suit pas les lois de la nature. Bon, ça, je vous en ai pas mal parlé dans les hormones. Parce que si on les suivait, tout simplement, le corps, il a son intelligence et il sait très bien s'autoréguler. Il sait très bien si on lui donne ce dont il a besoin. En général, il est en bonne santé. La maladie n'est pas une fatalité qui nous tombe dessus parce qu'on n'aurait eu pas de chance. C'est parce qu'on n'a vraiment pas suivi les lois de la nature, OK? Ça, on le dit jamais, hein. On dit: «Ah bah merde, je suis malade». Pardon. «Zut, je suis malade, il m'est tombé une tuile dessus». Heu, mais tu sûr que c'est juste une tuile? Alors ça, c'est l'approche hygiéniste, elle est vraiment
vraiment sur ça, en fait, hein. Et pour moi, elle est vraie, mais elle n'est pas la seule, hein, on verra. Après plus, psycho-émotionnelle et tout autant. Mais forcément, les 2 sont vrais pour moi, hein. Donc, la maladie vient d'erreurs d'hygiène de vie qui créent, avec, ENT, pardon, l'encrassement qui est le terrain des maladies. L'encrassement, ça veut dire qu'on a trop de toxines dans le corps, hein, ou de toxiques. Et donc par des cures de détoxination et de revitalisation, parce qu'on a trop de toxines, mais aussi on n'a plus assez de vitalité, on va atteindre à nouveau la pleine santé. Voilà, ça c'est les principes de base de l'hygiénisme. Je modifierai le diaporama pour que vous ayez, pas de faute d'orthographe. Je vous prie de m'en excuser. Alors oui, mais alors du coup, bah, il suffirait d'écouter, les lois de la nature, il suffirait d'écouter son corps et il sait ce dont il a besoin. On pourrait se dire ça aussi. Et là, je voulais vous faire quand même une petite aparté sur ce qui nous empêche réellement d'écouter le corps, sur ce dont il a besoin, notamment en termes de nourriture. Bah, ça va être en fait, les toxiques et les addictions. En fait, ce sont des gros brouilleurs, les toxiques de messages du corps, pour dire ce dont il a besoin. Si on prend trop de café, si on fume du tabac, si on prend des additifs, du gluten qui est un toxique pour moi, même si c'est pas le sujet de ce module, les perturbateurs endocriniens, on en a parlé. Tout ça, ce sont des messages, enfin ce sont voilà, hein, j'en ai suffisamment parlé dans les perturbateurs endocriniens, ce sont des toxiques qui vont venir brouiller les messages du corps, qui vont nous empêcher de les écouter. Les fake news, hein, comme je disais. Par exemple, le tabac, hein, on sait, le tabac coupe en fait la communication des émotions, hein. Quand vous fumez, vous arrêtez les émotions qui débordaient. Quand vous prenez du café, vous arrêtez tout le ressenti, de la fatigue, des ressentis plus énergétiques, voilà, plus intuitifs, parce que vous êtes après dans l'excitation. Bon, quand vous prenez des additifs, c'est encore autre chose, hein, certains enfants, ceux qui ont des enfants, je vous conseille vraiment de voir le documentaire, «Nos enfants, c'est cobayes». Les additifs comme le glutamate, d'autres additifs qu'on met dans les plats pour qu'ils soient plus appétants, bah, en fait, ils rendent fou le cerveau, hein. Ils ont vraiment un impact très important sur les neuromédiateurs. Et le problème, je bois un petit coup d'eau, qu'on dit en naturopathie, c'est que les toxiques appellent les toxiques. À partir du moment où vous en avez un certain nombre quantité dans le corps, et ben, en fait, votre corps, il va avoir, c'est paradoxal, envie d'en reprendre. Parce que ça fait un espèce de réaction interne, pour supporter ça qui fait, enfin, c'est addictif, en fait. C'est la réaction du corps à un toxique presque addictive et le corps brouillé de perturbateurs, de toxiques et cetera, va malheureusement induire le fait de demander d'autres toxiques. Donc, avant d'avoir cette intelligence du corps de ne pas être appelé vers les toxiques, il va y avoir un effort pour changer d'habitude. C'est pareil pour les addictions. Pour le phénomène addictif, maintenant on le connaît bien, hein, sucre, alcool, nicotine, j'ai mis 2 fois alcool, décidément je suis bien branchée sur le sujet, produits laitiers, tout ça, bah, c'est addictif. Ça va en fait activer en fait ces produits-là vont activer le circuit de la récompense dopaminergique dans le corps. Bon voilà, ce qui fait que quand on va voir du sucre, on va avoir un shoot de dopamine qui va nous faire en prendre, qui ensuite vont entraîner une autre cascade de molécules du bien-être, d'une certaine forme de bien-être dans le corps. Donc là aussi, c'est pareil, sortir d'une addiction, ça demande beaucoup d'efforts. Donc un effort est nécessaire pour changer les habitudes quand on est soumis à des toxiques ou des addictions. Par exemple, les addictions, moi je peux vous parler des produits laitiers. En un certain nombre de pathologies, hein, on a besoin d'arrêter les produits laitiers. Par exemple, pour des cystites à répétition, je vous ai parlé, on enlève les produits laitiers qui sont pourvoyeurs de beaucoup de cristaux à l'origine de l'encrassement du système urogénital. Donc
Et pour autant, une femme qui va subir beaucoup de cystite va avoir beaucoup de mal à arrêter les produits laitiers. Demandez à un Français d'arrêter, complètement les fromages. Il y a tout le temps des réticences. Alors parce que bon, le fromage apporte beaucoup de sel, ça stimule d'une certaine façon, mais 2 parce qu'en fait, c'est un produit addictif, c'est-à-dire qu'il crée encore une sorte de circuit de la récompense, dont le corps va avoir envie, enfin que le corps va avoir envie de refaire, ressentir ce besoin. Voilà, au passage, hein, vous avez vu, je commence à tacler gluten et laitage. Pour moi, c'est vraiment 2 ennemis du bien-être du corps, mais ce serait encore un autre sujet. Voilà. Donc ça, je vous avais un peu abordé ça, en conclusion du chapitre du livret sur les hormones, comment changer d'habitude. C'est quand même faut se faire accompagner, c'est tout un programme, c'est pas si simple de se dire: «C'est juste une question de volonté». Là aussi, il y a peut-être à mettre en œuvre une stratégie. Voilà, donc on a vu, donc je vous ai montré, hein, les causes, hygiénistes, hein, et comment mieux écouter son corps quand on lui donne vraiment toutes les lois de la nature. Normalement, on doit mieux l'écouter et maintenant on va voir les causes psychiques. Qu'est-ce qui se passe, quand, il y a un problème, d'une pathologie ou d'un symptôme ou d'un malaise qui s'installe? Alors ça, c'est une autre façon de représenter les 4 corps, qui est la métaphore de la calèche. Je ne sais pas si vous la connaissez? Pour ceux qui connaissent, hein, l'auteur Michel Odoul, l'a pas mal utilisé. D'autres personnes l'ont repris. Là, je l'ai repris sur le site d'une fille là, qui s'appelle Ama Ourir. Et donc une autre façon de représenter ces 4 corps qui est assez intéressante, c'est cette fameuse métaphore de la calèche qui dirait que, bah, notre corps physique, ce serait une calèche, corps minéral, que le corps vital, ce sont les émotions, ce sont les chevaux, c'est eux qui nous donnent l'énergie de nous mouvoir, l'énergie de vivre, l'énergie de par les émotions, les désirs, d'avancer sur notre chemin. Le mental, lui, il se retrouve comme un cocher, donc qui essaye de guider les émotions, mais les émotions parfois, bah, c'est un peu des chevaux fous. Et à l'intérieur de notre calèche, on a l'être intérieur, l'âme, le corps spirituel, comme on veut l'appeler. Et donc, quand tout va bien, tout le monde fonctionne en harmonie, chacun est à sa place, c'est-à-dire que ce sont vraiment les désirs, les émotions, la force vitale qui nous fait bouger. Le cocher est juste là pour donner des ordres, enfin, plutôt guider ça, mais en fait, le commandant, le chef dans la calèche, enfin on est dans une vision un peu tradie, de notre calèche, hein, ben, le boss, c'est l'être intérieur, logiquement. Et en fait, tout le problème, les problèmes psychosomatiques, les problèmes psychiques viendraient d'un défaut de communication entre l'être intérieur et le mental, voilà, dans ce schéma-là. Et même voir le mental qui prend la destinée sans tenir compte de l'être intérieur, hein. Ce mental qu'on pourrait appeler aussi des fois ego ou persona ou et cetera. Quand il est, justement au service de quelque chose qui est pas notre, âme intérieure. Donc voilà, je trouve ce schéma est aussi assez intéressant pour comprendre d'où peuvent venir les dysfonctionnements qui vont nous amener à la pathologie, hein, et comment replacer chaque chose. Voilà, après c'est juste un schéma, hein. C'est juste voilà, une façon de théoriser les choses. Alors, pour les pathologies féminines, voilà ce que je vais vous proposer comme, clé pour faire une interprétation psychosomatique. Alors, ça va intéresser surtout les naturopathes, hein, dans leur pratique, mais je pense que ça peut intéresser toutes les femmes pour, elles-mêmes, parce que dès qu'elles vont sentir quelque chose, qui soit de l'ordre du féminin, hein, je ne vais pas vous aborder tout ici parce que ce serait vraiment trop large, heu, d'où ça peut venir, hein. C'est un peu comme je l'ai fait, à l'occasion de la cystite
ou des mycoses, de vous expliquer en fait, d'ailleurs je ne le reprends pas là, parce que je vous avais bien expliqué, CF le module 2, ce qu'elles peuvent représenter. Donc pour les pathologies féminines, comme pour toutes les pathologies, bon je dis pathologie, hein, au sens large, ça peut être des signes, plus ou moins importants, comme on l'a vu pour le CSPM, ça peut être, un mal de ventre, un mal de sein. Le lieu de la pathologie est signifiant et je vous invite à vous poser la question de ce qu'il représente dans la féminité, bien sûr. Si ce sont les seins, qu'est-ce que représentent les seins dans la féminité? On a pas mal parlé dans le module sur les seins. On en a parlé dans le module sur la sphère, génitale, ce que représente effectivement l'utérus, la matrice, le lieu de la créativité, et cetera. Donc voilà. C'est jamais anodin si un signe s'exprime à un certain endroit. Si c'est dans la tête, si c'est un mal de tête, pour sortir de la féminité, mais qui peut être un des signes du SPM, est-ce qu'il y a un problème au niveau conflit au niveau de la tête? Donc le lieu est signifiant. La fonction du tissu qui se développe, qui se surdéveloppe dans certaines pathologies, parle d'un manque à combler. Ça, je l'ai mis ici parce qu'effectivement, on a des pathologies qui peuvent être des kystes, l'endométriose, dans le papillomavirus aussi, on a des tissus qui se développent, hein, les condylomes. Quelle est la fonction du tissu qui se développe trop? Et du coup, pourquoi il se développe trop? C'est parce que probablement pour combler un manque. On verra comment on va l'interpréter, mais pour inconsciemment, il y a cette fonction, on aimerait plus la développer. Peut-être on est empêché de le faire par des circonstances ou par nous-mêmes, hein, le cocher qui dit non et l'âme qui voudrait bien, par exemple. Et du coup, on a cette espèce de conflit interne qui fait que le tissu se développe. Bon, exemple tout simple, dans les seins, s'il y a un kyste au niveau non, je peux vous donner plutôt l'exemple, s'il y a une mastose, hein, ces seins qui grossissent, tous les tissus de soutien sont gorgés de liquide, font mal, ça s'appelle la mastose, mastite. Et ben, en fait, c'est ces tissus de soutien, qui sont significatifs. Et pourquoi ils se développent? Pourquoi comme tout à coup, ils deviennent hypertrophiés? Les seins grossissent, hein. Ça a un lien avec la symbolique du sein, qui est le soutien, du foyer, de la famille. Celui qui nourrit, mais celui qui, en fait, embrasse, prend dans son sein, enveloppe l'ensemble du foyer. Donc probablement, une femme qui vit une mastite, une mastose, c'est qu'inconsciemment, elle aimerait être plus présente dans son foyer, plus être dans le soutien, où son foyer est menacé dans son intégrité, à l'occasion d'un divorce, d'une recomposition familiale, j'ai connu ça. Et donc les seins viennent remplir cette fonction, enfin, viennent pallier à ce manque en s'exprimant de cette façon. Bien sûr, ça ne va rien résoudre à la question, d'une recomposition familiale ou d'un divorce. Mais néanmoins, l'inconscient, il va s'exprimer comme ça. Et donc, à nous de décrypter pour comprendre que la pathologie vient de là. Voilà, j'espère que j'ai été assez claire, mais c'est comme ça qu'on va essayer de dérouler le fil. Pour être encore plus claire, je vais vous donner mon propre exemple. J'ai eu des mastoses et des mastites. C'est pour ça que je peux vraiment vous en parler et à plusieurs reprises dans ma vie. Je ne sais plus si je vous avais parlé de ça pendant que je vous parlais de des seins, mais je peux revenir. Et donc, à un moment donné, une période où les seins comme ça, quoi. Ou alors plutôt vous parler des kystes aussi. Ça m'est arrivé d'avoir un kyste assez important. Et en fait, je me suis rendu compte, à l'occasion de ce kyste, en fait, j'ai commencé à dénouer, d'où il venait et qu'est-ce qu'il voulait, parce que c'était en lien, en fait, avec une pathologie de ma fille. Et en fait, j'aurais voulu plus prendre soin d'elle. Il se trouve que j'en étais empêchée parce que je travaillais à ce moment-là, qu'elle avait besoin peut-être d'être plus soutenue et je me suis vue empêchée, de la soutenir à cause de mon travail et hop, j'ai créé un kyste
dans le sein gauche. Comme si j'avais voulu plus la nourrir, en prendre soin, etc., comme si c'était encore un bébé. Mon inconscient, il a traduit ça comme ça. Évidemment, quand j'ai compris, j'ai parlé à mon sein et puis mis en place des réformes naturelles qui m'ont aidé à complètement résorber ce kyste. Donc voilà, aborder un petit peu comme ça, il y a peut-être des conflits sous-jacents. Vous voyez bien qu'à ce moment-là, mon Athéna, elle voulait travailler, elle était engagée dans un travail, donc il fallait qu'elle travaille, elle avait ses engagements à prendre. Mais ma Déméter, elle aurait bien voulu s'occuper de sa fille. Vous voyez, là aussi, on peut faire appel aux déesses pour comprendre ces conflits sous-jacents. Ou alors se dire, si ça nous parle plus, mon mental, il était dans son rail du boulot, alors que mon âme, elle savait que sa place, c'était plutôt d'être à côté de sa fille. Et du coup, mes émotions, elles étaient en ébullition. J'avais tout le temps peur, j'étais tout le temps triste, j'étais tout le temps en colère de tout ce qui arrivait à ma fille. Et les chevaux partaient dans tous les sens. Le cocher, lui, il essayait d'avancer vaille que vaille. Et l'âme, elle aurait bien aimé être ailleurs. Et du coup, voilà, le corps physique, il est du coup tiraillé entre tout ça. Il m'a fait un beau kyste. Voilà. Prenez les métaphores qui vous parlent le plus. Et souvent, on dit en psychosomatie d'ailleurs que ces conflits sous-jacents commencent dans le corps vital, commencent dans le corps mental ou spirituel, commencent dans les corps subtils pour ensuite s'engrammer dans le corps physique. C'est dans cet ordre-là, en général, que ça se passe. Et s'il s'engramme dans le corps physique, c'est aussi que le corps physique était peut-être encrassé. Alors, on a les deux pôles. Il peut y avoir des blessures sous-jacentes qui se réveillent, une blessure d'abandon. Vous voyez, pour le coup, si ça vous parle, les 5 blessures de l'âme, les différentes blessures qui peuvent se réveiller à l'occasion d'un conflit, à l'occasion d'un problème, et qui vont s'exprimer d'autant plus fort en psychosomatique. Les chocs psycho-émotionnels peuvent être aussi des forts déclencheurs de ces troubles psychosomatiques. C'est Hammer qui en a notamment parlé sur les cancers, en disant, lui-même il en a fait l'expérience, il a perdu un fils, et lui il a eu un cancer des testicules et sa femme un cancer de l'utérus. Et tout à coup il s'est dit, ce docteur, il y a peut-être un lien de cause à effet. Et ensuite il a fait tout un tas d'études cliniques sur plein de patients, et il s'est rendu compte qu'effectivement dans les 6 mois à 1 an précédant le cancer, bon là on est dans un cancer donc c'est assez important, il y a eu un choc psycho-émotionnel en lien avec la symbolique du cancer. Alors, posez aussi vous la question, qu'est-ce que le symptôme ou la chose vous empêche de faire? C'est probablement aussi une façon qu'a le corps, les corps, qu'ont une façon qu'ont le corps de résoudre en fait un conflit. Justement, on est en conflit entre deux choses et du coup, c'est trop compliqué à résoudre. Donc du coup, il nous empêche de faire quelque chose. C'est typiquement une personne qui va avoir un accident et qui du coup va être empêchée de continuer sa vie parce que sa vie, elle était trop conflictuelle en interne entre ces différents corps. Enfin là, je grossis le trait, mais ça peut être ça. On l'a vu, pour la cystite ou la mycose, ça nous empêche de faire l'amour. Donc probablement derrière, il y a un conflit ou un problème sous-jacent de blessure, de choc psycho-émotionnel ou de conflit sous-jacent en lien avec la sexualité. Bon, sur le chapitre de la sexualité, je vous en ai parlé, moi ça pouvait être interdiction du désir et pourtant envie du désir. Donc ça me crée un conflit interne et hop, je pouvais avoir mycose, et cetera. Donc ça, c'est pour les naturopathes aussi, c'est super intéressant. C'est-à-dire que, ah oui, alors la latéralité est aussi importante, est-ce que c'est à droite, à gauche? Je reviendrai pour les naturopathes après. Sein droit, sein gauche, on l'a vu, c'est pas la même chose. Souvent, le sein gauche parle plutôt des enfants et le sein droit va plutôt parler du foyer, de la relation, au compagnon. Pourquoi? Parce qu'en fait, simplement, quand on est droitière, pour une droitière, on prend notre enfant, dans la main gauche pendant qu'on continue nos activités avec la main droite. Donc ça va plutôt parler de l'enfant. Ça, c'est un moyen mémotechnique et ça vient en fait d'observation, sur
sur de la clinique de problématiques de femmes. Donc intéressant de s'intéresser aussi à la latéralité. Et pour les troubles hormonaux, on a vu l'importance de la santé du foie, et donc le foie, c'est toujours en lien, ça peut être en lien avec une colère. Alors, comment faire en consultation? Là, je m'adresse aux naturopathes. Eh bien, écoutez vos patientes avec cette grille de lecture dans la tête. Vous n'êtes pas obligé de l'interviewer systématiquement. Bon, alors, est-ce qu'il y avait un conflit? Est-ce qu'il y avait un ceci? Est-ce qu'il y avait un cela? En général, il suffit de faire parler vos consultantes. Elles vont vous dire assez rapidement, elles vont révéler la question. Si vous êtes à l'écoute, tout va venir. Vous avez simplement à avoir ça, compris ça en background pour être dans une écoute active, ouverte là-dessus. Voilà. Et en général, la question est rapidement faite. Après, vous pouvez aussi questionner avec ces pistes de lecture. Au tout début de ma pratique de consultation, même ça m'arrivait d'ouvrir un livre d'interprétation, les Biodico, les Jacques Martel, etc. Enfin, ça fait un peu pas très écoute active, quoi. Et si vous séchez, la question bonus, la question joker qui marche à chaque fois, c'est qu'est-ce que ça vous empêche de faire? Et là, en général, vous avez l'explication qui arrive. Question super intéressante. Voilà, ça c'était un de mes profs de naturopathie qui me l'avait appris. Je trouve ça, ça fonctionne quand vous êtes un peu perdu sur un symptôme. Ou alors vous laissez faire, vous dites: «Bon, bah, c'est pas le moment, on verra plus tard». Alors une fois qu'on a décrypté les choses, comment ça se passe? Et là, je vais vous faire la référence avec un livre qui est assez intéressant, qui en ce moment fait un gros tabac. Vous pouvez aller voir les vidéos de Natacha Calestrémé, hein, en ce moment elle cartonne sur les réseaux. Le livre s'appelle «La clé de votre énergie», et ce que j'ai trouvé d'intéressant, c'est justement de vous donner des clés ensuite pour aller mieux, ou des clés pour guider vos consultantes pour aller mieux. Alors ces clés, c'est 1, comprendre qu'il y a un message derrière un symptôme. Bon là, je pense que je répète. Et vous comprenez qu'il y a un message. Donc vous vous arrêtez, vous n'êtes pas dans le déni. OK, j'ai un symptôme, j'ai un malaise, j'ai un mal-être, j'ai des émotions, j'ai ceci, j'ai cela. Il y a un message à comprendre. Et commencez par remercier votre corps d'attirer votre attention. Et dites-lui que vous allez mettre en place des actions concrètes. Alors elle invite au nettoyage de la partie malade par le souffle. Bon, ça c'est le pouvoir de l'intention avec un T. Ça c'est son truc, je leur ai mis fidèlement. Mais moi, après, ce que je vous conseille, c'est évidemment de solliciter un naturopathe. Je fais toujours la promo de mon métier pour prendre des remèdes naturels, parce qu'en fait, on a quand même construit notre conscient, notre inconscient sur le fait qu'il fallait prendre un médicament pour guérir. Donc prendre un remède naturel, c'est bien. Et le remède naturel, il va venir travailler sur le terrain. Parce qu'il s'agit des fois, c'est pas le tout de travailler sur la partie décodage biologique, compréhension du symptôme. Le terrain aussi est à travailler, hein. Donc ça, évidemment, autant le faire avec des moyens naturels, le naturopathe. Réfléchir à la situation mise en évidence pour voir comment y remédier. Donc une fois qu'on a remonté à la cause de la situation qui nous mettait en conflit, qui nous mettait en choc, qui nous mettait, etc., comment on va changer cette situation si c'est possible, ou changer notre façon d'y réagir pour que ça arrête d'être activé dans ce message. Si vous vous rendez compte que vous avez une cystite régulièrement parce qu'on empiète sur votre territoire, donc soit vous pouvez mettre en place une action pour préserver votre territoire, un espace dans la maison où vous dites à vos enfants qu'ils ne viennent pas fouiller dans vos affaires, enfin, je dis ça comme ça au hasard, ou qu'ils vous laissent tranquille pendant les cercles de femmes, je dis pas ça au hasard. Voilà, vous avez un espace sur lequel on n'empiète pas, et ça, vous pouvez mettre en place, voilà, changer la situation pour que ce soit réellement effectif. Bon, je rigole, hein, c'était sympa les apparitions d'enfants. Franchement, ça m'a plu parce que, enfin, ou changer votre façon d'y réagir, dire: «OK,
Bah, là, en fait, je ne peux pas avoir mon territoire sur ce point-là. Je fais une concession là-dessus, mais en contrepartie, je vais redonner un autre espace pour que je puisse me retrouver en intégrité. Quand je me fais marcher sur mon espace, parce que je peux pas, bah, derrière, je compense par autre chose. Voilà. Donc réfléchissez vraiment à la situation mise en évidence et donc accompagnez, pour les naturopathes, vos consultantes pour qu'elles y réfléchissent et qu'elles trouvent par elles-mêmes, si possible, ou que vous les aidiez à trouver, si vous avez un peu d'expérience sur le sujet, bah, une autre façon de réagir. Sinon, l'inconscient, il va continuer à envoyer les messages, les corps physiques, les corps mentaux, les corps, etc. Si la situation n'évolue pas, elle va peut-être se représenter plusieurs fois. Et répéter ces étapes tous les jours et donner du temps au corps pour guérir. Une fois que les tissus sont lésés, une fois que les tissus sont abîmés, une fois que le corps a pris une habitude d'une réaction, il va être plus lent à réagir que le mental ou que l'émotionnel ou le psychologique, le spirituel. Donc c'est pour ça que c'est important de donner ce temps au corps. Parfois, certains médecins, on dirait que hop, il suffit de faire un décodage biologique et ça va se guérir. Non, il va falloir prendre quand même un petit peu de temps aussi pour que le terrain revienne à l'équilibre. Surtout quand il s'agit du terrain hormonal, comme je vous ai dit, il est plus lent à réagir, plus lent à se retaper. Alors là, je vais passer dans une partie où je vais vous prendre plusieurs exemples de pathologies, hein. Donc, si vous êtes naturopathe, ça va vous intéresser parce que là, j'ai fait une synthèse justement pour un certain nombre de pathologies, une synthèse issue de lectures que j'ai faites et des choses que j'ai voulu retenir aussi, hein. C'est une synthèse active, hein, j'ai pas juste fait une compilation. J'ai choisi en fait ce qui m'intéressait le plus pour un certain nombre de pathologies. Donc, je vais vous présenter en fait des pistes d'interprétation symbolique. Pour celles qui ne sont pas naturopathes, soit ça vous intéresse parce que vous êtes touché, soit vous sautez cette partie, soit, parce que vous êtes touché vous ou quelqu'un de votre entourage ou par curiosité. Soit, bah, ça ne vous intéresse pas forcément et là, je vous invite, à aller directement à l'exercice. Ou alors je vais vous parler de l'exercice tout de suite, comme ça, après celles qui ne sont pas intéressées par ça pourront, voilà, heu, arrêter la vidéo et je continuerai pour les naturopathes. Donc l'exercice. Bon, en conclusion, je disais quand même, c'est l'exercice, c'est pour celles qui ont un SPM, hein, du coup, je vous propose de tester, de faire le test sur les symptômes, de noter dans les symptômes ce qui vous concerne. C'est intéressant à faire, heu et ensuite de mener une introspection sur ces symptômes pour savoir quels peuvent être les messages de votre corps à travers ces symptômes, hein. Si vous avez un autre malaise, une autre pathologie, faites-les sur une autre pathologie. Si vous êtes naturopathe, que ça vous intéresse, prenez une amie qui a du SPM, si vous-même vous n'êtes pas concerné. Je sais qu'un certain nombre d'entre vous ne sont pas concernés par le SPM. Voilà, c'est pas, ça peut être quelqu'un de votre entourage. Pour toutes, ce que j'aimerais vous proposer, c'est de faire un repas en pleine conscience. Ça aussi, c'est une superbe façon de se connecter au ressenti de son corps, qui est la première étape pour être à l'écoute, être capable de se poser et d'écouter ce qui se ressent dans tous les domaines, hein. Et c'est un entraînement qui va permettre ensuite, voilà, si on le fait à différentes occasions, ça va permettre aussi de le faire pour quand la pathologie se présente. Sinon, on est dans le déni, on se coupe, on fume, on n'écoute plus rien, on est que là-haut. Et puis, voilà. Donc voilà, un repas en pleine conscience, voilà la règle du jeu que je vais vous donner. Vous préparez un certain nombre d'aliments crus. Crus, voilà, qui peuvent se manger crus, des fruits, des légumes, que vous préparez en petites portions, parce vous n'allez pas en manger beaucoup. Heu, petite portion d'un fruit, d'un légume lavé, coupé en petites bouchées, dans des bols, dans des petits bols, dans des petits ramequins.
voilà, en ce moment, vous pouvez prendre un peu de butternut, ça se mange cru, un peu de patate douce, ça se mange cru aussi, de la salade, de la mâche, des endives, des champignons, voilà pour le salé. Qu'est-ce qu'il y a encore en ce moment? Du navet, pourquoi pas, du radis noir, voilà, vous faites comme ça un petit échantillonnage et puis des fruits. Alors vous allez commencer par les légumes et après vous passerez aux fruits. Et donc ce que je vous propose de faire, c'est que vous prenez aliment après aliment, enfin légumes après légumes ou fruits après fruits. Et pour chacun, vous prenez donc le petit bol avec les petits bouts, vous prenez un premier petit bout, vous le mâchez tranquillement. Là, vous informez le corps que vous êtes en train de manger ce légume. Posez, respirez. Reprenez un bout de ce même légume. Et là, vous allez commencer l'exercice qui consiste à sentir complètement qu'est-ce qui se passe quand je le mâche, quand je le goûte, quand je l'avale et quand je l'intègre dans mon ventre. Donc vous allez voir que en général, bon la première bouchée, voilà, il y a la prise de connaissance, c'est un aliment qu'on n'aime pas, on a l'habitude, etc. Parfois on est rebuté par un aliment et pourtant, peut-être cette première bouchée, voilà, du coup elle ne va pas forcément être très agréable. La deuxième est très instructive, parce que là, votre corps va vous dire si c'est bon pour lui ou pas. Et je vous assure, c'est bluffant. C'est pour ça que je souris. Ça va concerner la texture, le goût, la façon de mâcher, comment ça se passe de mâcher, comment ça se passe de le goûter, comment ça se passe de le déglutir et comment ça se passe de le sentir dans son corps. Et ça, dès la deuxième bouchée en général. Et à la troisième rebelote et à la quatrième rebelote. Et là, vous allez voir que très clairement, à un moment donné, votre corps, il va vous envoyer le signal que ça suffit pour cet aliment. Si ça lui suffit, en fait. Peut-être vous allez finir tout le bol de, je ne sais pas, de butternut cru, parce que c'est bon pour vous ce jour-là, mais que au bout de 2 bouchées de radis noir, ce sera stop. Le truc deviendra piquant, amer, inavalable. Ou alors, au bout de 4 bouchées d'endives, tout d'un coup, elle deviendra difficile à mâcher. C'est pâteux, c'est pas bon, et cetera. Ou ça, dans les fruits, typiquement aussi, qui devient très vite pâteux, c'est la banane. Voilà, donc faites ça. Vous pouvez mettre un peu de sel si vous voulez sur les légumes, mais pas trop d'assaisonnement. Justement, le but, c'est vraiment de découvrir ça, en fait. C'est de découvrir comment notre corps a complètement cette intelligence de vous donner, de vous envoyer des ressentis et des signaux pour vous dire ce qui est bon pour lui. Voilà. Alors, je reviens à mes symptômes. Je ne sais pas si je vais tous les faire parce que sinon la vidéo va peut-être être longue, mais les symptômes. Donc, kyste au sein, la symbolique du sein, hein, c'est l'affection. L'amour maternel, donc comment on analyse un kyste au sein, le caractère nourricier, l'abondance, le caractère érotique. Sur le caractère érotique, ce que je peux vous dire, ben voilà, j'ai eu en consultation, moi, une femme qui est venue avec un kyste graisseux. Et là, on était clairement sur la question du rapport au corps plus érotique. Cette femme était en train de, voilà, de dépasser la quarantaine, se trouvait pas bien avec son corps qui vieillit, même si elle n'était pas encore très vieille. En tout cas, son corps qui change et ça lui avait fait un kyste graisseux. Et elle avait un kyste graisseux, donc il y avait cette problématique en background. Et en fouillant, il y avait aussi la problématique de la sexualité avec son compagnon. Voilà, donc moi j'ai pu remonter et l'aider à aller vers cette question-là. Parce que j'avais en tête, effectivement, c'est la dernière partie, là, sur le kyste des graisseux, il y avait souvent en lien avec une dévalorisation esthétique. Et dans le même temps, c'est une solution pour augmenter le volume des seins. Donc, quel est le rapport de la femme avec ses seins d'un point de vue esthétique et érotique? La question à se poser. Bon, si c'est un autre kyste plus classique, hein, kyste en général séreux, avec du liquide, en général, c'est l'expression d'une tristesse liée à l'impuissance de ne pouvoir consoler un être cher. Impuissance devant la souffrance. Voilà, par exemple, moi je vous ai parlé, hein, mon impuissance devant la souffrance de ma fille quand elle a eu une pathologie importante.
conflit de danger ou de séparation pour un enfant. Voilà, on a peur d'être séparé de son enfant, on a peur d'un danger pour son enfant. Donc ça, c'est classiquement du kyste, surtout sur le sein gauche. Et l'enfant, en fait, peut être, encore une fois, un enfant réel, un enfant biologique ou un projet. Voilà, ne jamais oublier ça aussi, ça je vous en ai pas mal parlé dans les premiers modules et dans les cercles. Heu, Ne pas oublier qu'il y a aussi de faire le parallèle entre, notre capacité à procréer et à créer. Voilà, herpès génital, il touche de préférence les personnes qui ont du mal à prendre le risque de la séparation inhérent à toute relation. Donc on est dans le conflit, là, d'une d'une femme qui a peur de la relation parce qu'elle a peur de la séparation que ça peut engendrer. Bah oui, quand on rentre en relation avec quelqu'un, amoureuse, hein, on est là, on est herpès génital, on est dans la sphère amoureuse, bah, on peut avoir peur de la séparation. Évidemment, ne pas avoir de relation évite tout risque de séparation. Mais du coup, l'herpès vient parler de ça et vient parler de ce conflit interne. Ça peut être aussi une sous-tonalité de souillure ou de culpabilité. Bon, sous-tonalité, c'est le vocabulaire de Bernard Thion, hein, dont j'aime bien le biodico. Alors bien sûr, c'est en lien avec la sexualité, conflit d'absence, de contact sexuel ou de désir sexuel impossible à assouvir. Après la résolution du conflit. Ah oui, Bernard Thion, il dit souvent, on a le conflit et le symptôme apparaît après l'avoir vécu, en fait. Vous avez peut-être vu ça aussi dans la fiche sur la cystite. On a le conflit de territoire, on a le conflit lié à la sexualité, et hop, une fois que ce conflit est passé, le symptôme apparaît. Alors évidemment, vous allez me dire dans l'herpès génital, c'est comme dans l'herpès labial, hein, les boutons de fièvre qui réapparaissent régulièrement. Bah, l'herpès, malheureusement, le virus, il est tout le temps présent dans le corps, il va jamais s'évacuer réellement, et donc le symptôme va apparaître à l'occasion d'un conflit qui peut se réactiver régulièrement. Pour le docteur Maillard, autre personne qui a fait des ouvrages sur l'interprétation, ces violentes ulcérations des zones intimes suggèrent énormément de colère en rapport avec la sexualité. Une souffrance toujours délicate à exprimer. Papillomavirus. Ai-je le droit de papillonner? Bon, c'est en ce moment un virus qui fait beaucoup parler de lui aussi, heu, parce qu'on le détecte, de plus en plus, chez les femmes, qui peut malheureusement être cause de cancer du col de l'utérus. Mais pas tous les papillomavirus ne peuvent être cause de cancer, et voilà, là, c'est comme des petites verrues, hein, qui viennent se développer sur le col de l'utérus. Le col de l'utérus, et là, les petites verrues. Ça déclenche pas forcément un cancer systématiquement du tout, hein. Ça peut être juste des verrues comme les verrues plantaires. Ce qu'on appelle aussi des condylomes. Et en fait, comme je vous disais, il y a un tissu qui se développe, là en forme de verrue, en forme de condylome. Qu'est-ce qu'elle Dans le fait de se développer, qu'est-ce qu'il va, engendrer? Et là, en fait, ce qu'il va engendrer, c'est marqué, là dans les pistes d'interprétation, c'est qu'il va augmenter la surface et le diamètre du col, ce qui augmentera la potentialité de contact avec le pénis, en fait, quand il rentre dans le donc voilà, donc il rendra plus facilement, les premiers rapports fécondants. Donc en fait, on est sur une symbolique de vouloir développer le contact avec le sexe du mâle au niveau du col de l'utérus. Là où il venait auparavant, où j'aimerais le serrer contre moi. Voilà, c'est comme s'il y avait eu une perte de contact et que voilà, il y a une demande de plus de contact.
Et je pense aussi, moi j'ai interprété ce papillomavirus là qui nous est venu il y a une trentaine d'années, enfin où le vaccin est venu il y a une trentaine d'années pour vacciner toutes les jeunes filles. Oh, il fallait vite les vacciner avant qu'elles aient leur premier rapport pour éviter qu'elles aient ce fameux papillomavirus et éviter qu'elles soient contaminées et éviter qu'elles aient plus tard un cancer du col de l'utérus. Alors oui, certes, mais déjà, bon, on vaccine pas contre tous les c'est pas des variants, il y a plusieurs sortes de papillomavirus, hein. Donc bon, en fait, une femme qui a été vaccinée peut très bien avoir un papillomavirus d'un autre variant, puisque maintenant on parle des variants. Mais moi, j'ai trouvé ça quand même, du coup, ça m'a fait réfléchir aussi sur ce terme de papillomavirus, papillonner. Et en fait, dans la symbolique aussi de cette pathologie, on dit aux jeunes filles: on va te vacciner parce que si jamais tu papillonnes, tu risques d'avoir un cancer, tu risques d'avoir une maladie mortelle. Ça, c'est quand même assez important comme message symbolique sur le corps des femmes, hein. Le sida a été déjà un fort message symbolique après la libération des mœurs des années 70. Alors on est arrivé avec le sida dans les années 80 pour calmer tout le monde sur cette sexualité libérée. Hein, c'est peut-être un peu l'effet aussi de la culture, justement, d'interdit, de tabou. Et là, maintenant, les jeunes filles, on leur dit aussi, depuis une trentaine d'années: «Attention, si tu papillonnes, tu vas avoir un cancer, une maladie mortelle, quoi et on va essayer de t'en prémunir avec ce fameux vaccin». Ça peut être aussi conflit sur le fait de papillonner au sein d'un couple. Ça ne colle pas dans le nid avec son homme et elle papillonne avec d'autres hommes ou lui papillonne avec d'autres femmes. Voilà. J'ai trouvé ça intéressant, cette notion de papillonner. Et j'ai pu le rencontrer, c'est rare que, ça colle complètement entre l'homme et la femme, qui connaît ce genre de pathologie. Ménorragie, trop de sang au moment des règles, ces règles hémorragiques, en général avec la perte d'une joie de vivre. Bon là, je vous laisse lire le c'est un peu long. Hem Dysménorrhée qui est aussi quelque chose qu'on rencontre souvent, c'est la douleur de ventre et ça, on est vraiment aussi sous l'égrégore, hein, cette espèce de pensée, collective à laquelle on peut se raccrocher, que quand on est une femme, on a mal. Hein, vous savez, dans la Bible, c'est: «Tu enfanteras dans la douleur». Dans les familles, c'est: «Quand on a ses règles, tu as mal», et cetera, et cetera et je pense que vraiment, moi, j'ai eu à accompagner des jeunes filles, qui commençaient à avoir leurs règles et qui avaient mal. Je leur disais: «Mais soit tu as vraiment une pathologie et tu as très mal et on va aller explorer si c'est pathologique tu vas aller voir un gynéco pour voir ça. Soit il faut que tu t'enlèves de la tête que c'est normal d'avoir mal». Alors bien sûr, il peut y avoir un terrain encrassé, il peut y avoir, et cetera, mais c'est pas normal. Et c'est pas parce que toutes les femmes de ta famille pensent que c'est normal c'est normal non. Donc voilà, déjà ça, c'est bien de repositionner ça avec la femme, avec la jeune fille notamment quand elle commence à avoir ses règles. Et après, d'explorer toujours le côté psychosomatique si vraiment c'est récurrent. Parfois rien que le fait de dire à une jeune fille: «Mais tu sais, c'est pas une fatalité», des fois ça passe mieux en fait. Bon, après d'autres fois non, ça reste. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose donc je vous donne des pistes d'exploration, hein, avec les jeunes femmes. En général, c'est plutôt les jeunes femmes qui subissent ça. Y a-t-il quelque chose qui n'est pas accepté dans le féminin? Je ne suis pas acceptée en tant que femme par les parents, par exemple, qui auraient voulu avoir un garçon ou par l'entourage, parce que c'est dangereux d'être une fille. Est-ce qu'il y a un refus plus ou moins conscient, de la féminité et de ses conséquences? Est-ce qu'il y a un mémoire de viol, de fausse couche? Là, on se passe dans la mémoire des cellules, mémoire familiale, hein. Là, pour le coup, on est plus dans, ce qui se transmet en transgénérationnel ou dans le karma, si on croit au karma. On est dans un conflit de ne pas être enceinte ou de ne pas vouloir d'enfant. Ça peut venir aussi chez des femmes qui sont très perfectionnistes et qui
et qui ne supportent pas l'idée d'être faible au moment des règles et de devoir se reposer, d'être plus sensible, etc. Donc dans ce cas-là, elles se raidissent et se raidir, être en conflit interne, c'est la meilleure façon d'avoir mal. Et donc le corps s'exprime en disant: «Bah non, j'existe, j'ai mes règles et j'aimerais bien que tu prennes soin de moi à ce moment-là». Vous voyez? Ou alors, voilà, l'âme qui aimerait se reposer, qui aimerait être en connexion avec autre chose et le mental qui, lui, reste dans sa rigidité. Difficulté du mental à lâcher prise, hein. Impression que mes parents sont déçus d'avoir mis au monde une fille, bon ça on le lit plusieurs fois. Déception de ne pas être enceinte, évidemment quand les règles arrivent. Ou résistance à mon pouvoir créatif ou de maternité. C'est intéressant ça aussi. Aménorrhée, bah, alors là, c'est quand il y a carrément plus de règles. Refus d'être la femme qu'on attend de moi, c'est-à-dire que, ben, je suis une adolescente, là, c'est ce que j'ai marqué là. Refus de grandir, de devenir adulte et surtout, je ne veux pas prendre ma place de femme car je ne veux pas devenir comme ma mère. Si vous attendez d'une femme qu'elle soit comme ci, comme ci, comme ça, moi je veux pas. Mon âme sait qu'elle veut pas. C'est pas forcément conscient, c'est peut-être inconscient, mais en tout cas, je ne veux pas être la femme que vous attendez et donc je n'ai pas de règles, je ne suis pas femme. Refus de la fécondité, mémoire familiale de drame lié à la fécondité. Est-ce que le fait d'avoir un enfant équivaut à mourir? Surtout quand les femmes mouraient en couche, hein, maintenant moins. Mais voilà, dans l'inconscient, il peut y avoir cette association-là. Donc voilà, c'est tout ça qui est exploré et donc c'est bien, quand vous avez une consultante, qui a de l'aménorrhée, éventuellement de lui demander de faire un petit arbre généalogique des lignées de femmes, savoir ce qui s'est passé, avortement, et surtout, voilà, décès en couche ou autre pathologie ou viol ou drame. Viol qui aurait amené un enfant. Aménorrhée, ça peut être aussi, bah, justement, on a la partie, comme je disais toujours, physiologique, mais on peut avoir la symbolique autour de la créativité, procréation, créativité. Donc je suis en conflit avec ma créativité et mon désir de plaire. J'ai au fond de moi ce besoin d'être admirée que je combats de toutes mes forces. Conflit interne. OK. Si on l'exprime en déesse, c'est: «Je suis pas d'accord avec mon Athéna qui veut briller, voilà, je me sens plutôt Hestia, au fond de ma maison et qui a envie de se crapater, mais Athéna, elle est là et elle tape à la porte, autour de mes projets pour créativité». Donc c'est intéressant ça. Syndrome prémenstruel. Bon, je vous laisserai lire, c'est long, justement comme ça fait partie de l'exercice de la semaine, vous lirez bien ça et vous verrez si ça vous parle. Et ensuite, vous pouvez décrypter aussi chacun des messages. C'est-à-dire qu'il y a le syndrome prémenstruel dans son ensemble, et puis ensuite, il va y avoir la façon dont il s'exprime plus particulièrement autour des seins. Dans ce cas-là, on va voir la symbolique des seins. Autour du ventre, on va voir la symbolique de la matrice. Autour voilà, de la tête, on va voir la symbolique de la tête, etc., etc. Je vous laisse faire ça. Le syndrome des ovaires polykystiques, je vous en ai déjà parlé sur les questions de déséquilibre hormonaux. Là aussi, c'est intéressant de regarder les forums parce que comme c'est un syndrome, comme pour le syndrome prémenstruel, c'est un ensemble de différentes, façons de s'exprimer, symptômes qui sont différents selon les femmes. Je n'ai pas le nombre de symptômes que ça recouvre pour le syndrome des ovaires polykystiques, mais enfin ça peut être très large et bah, là, c'est justement vous avez ce petit dessin d'une là aussi, c'est intéressant du coup d'aller voir sur les groupes Facebook ou les forums, comment les femmes en parlent, comment est-ce qu'elles vivent vraiment de ce syndrome. Et là, vous avez par exemple, voilà cette, hashtag, SOPK Warrior, cette femme qui pose cette question: «SOPK, voilà, c'est comme ça que ça a commencé pour moi et vous?» Il y a autant de SOPK que de femmes qui en sont atteintes. Chez moi, le premier symptôme a été la prise de poids dès la puberté. Quel a été le vôtre? Voilà. C'est la question dans ces syndromes qui va être complexe, c'est qu'il y a un terrain général justement d'analyse psychosomatique,
Vous allez le lire sur le syndrome prémenstruel dans la précédente diapo. Là, je vais vous en parler. Mais après, il y a ce que veulent dire chacune des manifestations, des malaises, des symptômes. Donc globalement, pour moi, pour la synthèse que j'en fais, de ce que j'en ai lu et de ce que je vois des femmes, généralement, c'est une fécondité empêchée. Hein. On n'a pas d'ovulation dans le SOPK. Donc on empêche d'être fécond. Et en fait, globalement, pour moi, le SOPK touche plutôt des femmes qui ont un fonctionnement qui fonctionne un peu comme des hommes, en fait. Qui, du coup, voilà, elle ne voit pas vraiment la différence entre un fonctionnement de femme et un fonctionnement d'homme. Bon, toute la féminité dont je vous ai parlé. Et donc, du coup, une des façons de gommer le truc, voilà, je n'ai pas de règles, donc je peux être comme un homme. J'ai pas de fécondation, je n'ai pas d'ovulation, donc je suis comme un homme, je suis linéaire. Et j'ai beaucoup de testostérone, parce que c'est quand même un des terrains du SOPK. Mais après, voilà, chaque symptôme est à interpréter. Donc pourquoi cette non-féminité chez cette femme qui a le SOPK? C'est là qu'il va falloir creuser. Moi, j'ai vu chez certaines... Alors, ça peut venir d'avoir pris de la contraception, les perturbateurs endocriniens. C'est-à-dire que j'ai plusieurs années refusé d'être une femme cyclique à mon propre corps, et mon corps l'a intégré, et maintenant, il ne veut plus l'être. Voilà. Donc, je fonctionne comme un homme mode linéaire. Ça, c'est souvent ce qu'on rencontre après l'arrêt de la pilule. J'ai pas mal de cas comme ça. Et après, quand on creuse un peu, moi, j'ai vu des femmes où c'était dangereux d'être femme dans leur famille, pour une raison X ou Y. Donc, arrêt des cycles. Ou alors, plus de testostérone, parce que justement, sa mère a assuré le rôle de l'homme dans le foyer. Et donc, le modèle féminin de la mère qui nous imprègne, en fait, c'est un modèle qui ressemble à un modèle masculin. Parce qu'il y a eu séparation des parents, par exemple, et que du coup, la mère a eu à assurer le rôle de mère et de père, et souvent pas mal celui de père pour tenir le foyer. Elle s'est beaucoup investie dans gagner de l'argent, tenir le foyer, les affaires matérielles, et elle a raboté la part féminine en elle. Et donc la fille qui a eu ce modèle féminin va fonctionner un peu comme un homme. Et son inconscient, encore une fois, va faire que son niveau de testostérone va monter pour répondre à cette attente inconsciente. Et je dis inconsciente parce que souvent, il faut aller le chercher pour comprendre ça. Hein. Et je dis pas que c'est une généralité, et je dis pas que ça s'applique à toutes. Attention, toutes différentes. Hein, là, c'est bien ce que dit l'image. Je veux surtout pas vous inviter à bêtement appliquer cette grille. C'est la femme qui sait, c'est elle que vous allez interroger, et c'est elle qui va vous dire. Mais vous pouvez essayer de l'orienter sur des pistes. Hein. Là, je parle au naturopathe. Alors, quand dans le SOPK, il y a alopécie, c'est-à-dire perte des cheveux, clairement, là, c'est qu'il y a eu absence du père. C'est quasiment dans 9 cas sur 10. Absence de protection du père, la mère doit s'en sortir seule, production de testostérone et du coup, perte de cheveux. L'hirsutisme, qui se rencontre aussi beaucoup dans les SOPK, c'est attention, qu'est-ce qui se passe dans le passage à l'action? Voilà, ça c'est une piste d'interprétation. Je veux passer à l'action, mais j'y arrive pas. Ou alors, je me protège par des poils en plus. Suis-je bien dans ma peau de femme? Ça concerne la peau. Là, on va plutôt être sur l'acné aussi. Voilà, puis il y en a qui disent une pilosité abondante, ça augmente la surface de contact. Bon. Obésité, c'est des fois un des terrains du SOPK, c'est un conflit d'abandon, un conflit de silhouette. La peur de se faire abandonner, en fait. Est-ce que c'est dans la lignée ou est-ce que c'est soi-même? Voilà, des grands-parents qui ont abandonné leur enfant pour une raison X ou Y, enfin bref. Les enfants nés sous X. Difficulté avec les ambitions auxquelles nous voulons donner naissance.
il y aurait, alors ça c'est selon des auteurs, hein, moi ça par contre je l'ai moins rencontré, je saurais moins vous l'expliquer, mais enfin je l'ai lu et je l'ai retranscrit ici. C'est comme s'il y avait un décalage entre, nos ambitions et à la réalité de ce sur quoi on est en train de donner naissance, quoi. Et du coup, le corps dysfonctionne dans la créativité, là, pour le coup. Bon, voilà quelques pistes. L'endométriose, malheureusement, qui est en train de se développer à fond en ce moment aussi, moi, pour moi, sur le terrain des perturbateurs endocriniens. Là, on est vraiment, c'est la matrice, l'endomètre qui se développe hors de l'utérus, de façon pléthorique, jusqu'à dans les trompes, les ovaires, dans tout l'abdomen. Là, en fait, l'image, c'est vous avez une femme qui s'est fait opérer plusieurs fois, les dates de ces opérations, pour aller enlever cet endomètre, donc ce tissu qui normalement est dans l'utérus pour accueillir le fœtus, qui va se retrouver propagé dans tout l'abdomen, donc qui a été opéré pour nettoyer ce tissu. Et plusieurs fois, parce qu'en fait, le phénomène s'auto-entretient. Donc là, on est autour du tissu hein, qui est là pour accueillir l'enfant. Donc on est bien sur cette question d'un refus, d'une peur ou d'un désir d'enfant. Craindre, alors ça peut être la crainte, ça c'est Natacha Calestrémé qui dit ça, la crainte qu'un enfant vienne bouleverser notre vie. On nous dit qu'un enfant génère des soucis. C'est-à-dire qu'on a entendu toute notre enfance qu'avoir un enfant, c'était des soucis. Et là, du coup, cette peur-là peut générer l'endométriose. C'est qu'on en a envie, mais en même temps, on est en conflit et on n'en a pas envie. Ou alors, on se dit, il faut vraiment que je sois à la hauteur pour accueillir un enfant. Et donc, je développe à fond ce tissu pour l'accueillir. Ça peut être une piste. Tous celles aussi qui n'ont pas encore de nid de maison, par exemple, pour accueillir un enfant, de maison à elle ou de nid, voilà, symboliquement de lieu qu'elle semble suffisant pour accueillir un enfant, et du coup, qui surdéveloppe ce nid à l'intérieur d'elle-même. Piste. Doute sur la capacité à être une bonne mère, donc du coup on en fait trop de tissu pour essayer de pallier à ce doute. Peur que la venue d'un enfant vienne briser l'harmonie du couple, ou encore que l'on n'accepte pas le monde tel qu'il est et que l'on ne veuille pas y faire venir un enfant. Et ça m'apparaît super intéressant parce que c'est quelque chose chez les jeunes femmes qu'on rencontre beaucoup. Des doutes sur le fait de faire venir un enfant dans ce monde de fous. Ça, donc, je vous ai mis la référence hein, de là où j'ai trouvé cette interprétation. Voilà, donc j'espère que toutes ces indications t'aura donné envie de décrypter ce que te dit ton corps. Ton corps, c'est ton meilleur allié. Tes corps sont tes meilleurs alliés. Hein. J'aurais dû vraiment mettre tes corps à chaque fois. Et c'est pour ça qu'il y a un S, c'est sûr. Voilà, alors quelque chose en guise de conclusion. Il est important d'exprimer en conscience les douleurs, les sensations, les émotions et tous les ressentis que tu as. Je passe au tutoiement vraiment pour m'adresser à toi. Toi, bien sûr, d'abord la femme, puis ensuite la naturopathe. Mais commence par toi en tant que femme, exprimer vraiment chaque fois que tu ressens quelque chose. Tiens, là, j'ai telle douleur, voilà comment elle s'exprime, elle est là précisément. J'ai mal à tel sein, à tel endroit, j'ai mal dans le ventre, à tel endroit. Prendre le temps d'exprimer en conscience les douleurs, les accepter, les sensations, les différentes sensations que tu as, les émotions, tous ces ressentis. Et tu verras si tu as fait l'exercice, les ressentis, ça peut être très très varié. Tiens, tout à coup, je sens que j'ai la hanche droite plus haute que la hanche gauche. Enfin, c'est tous ces ressentis. Donc c'est ça l'écoute du corps. Et c'est la première étape, bien sûr. Arrêter de lutter contre lui, de le trouver nul, de le trouver moche, de le trouver gros, de le trouver pas fonctionnel, de le trouver malade, de le trouver faible, hein. C'est quand même ton véhicule. C'est quand même ton meilleur allié si tu fais voilà et dépose les armes. Ce que tu vas mettre en place à travers la naturopathie, c'est pas pour aller contre lui,
c'est pour lui donner toutes les ressources pour qu'il se répare. Accepter qu'il puisse avoir une faiblesse. Ben oui, j'ai telle pathologie, c'est quand même, je ben non, bah, faut la voie du mieux-être passe par et la voie de par une certaine forme d'acceptation. Je suis encore en train de lire un roman là-dessus, sur une pathologie assez grave, bah, bien sûr. Même presque accepter d'être malade toute sa vie, avant de pouvoir avoir accès à un mieux-être. Bon, et c'est pas, voilà, et c'est pas une fatalité encore une fois. Bon, la médecine conventionnelle nous dit que quand on a une maladie chronique, c'est une fatalité sur la fin de sa vie. Non. Si on met en œuvre vraiment, un ensemble de mesures hygiénistes, de compréhension du corps, de revitalisation, il y a quand même des gens qui arrivent à s'en sortir, quoi, des pathologies chroniques. Et c'est pas juste un miracle. Moi, je vous invite pas à demander au ciel un miracle, hein. C'est un vrai parcours, c'est un vrai travail. Et qui peut passer aussi par un parcours, plus spirituel, hein. Les gens qui ont des pathologies, graves, qui ont dit que voilà, qu'ils vont avoir un cancer, tout à coup, ben, il y a la question existentielle de la vie, de la mort qui arrive. Est-ce que je crois en l'au-delà? Est-ce que je crois à une force supérieure? À qui je m'en remets? Voilà, c'est peut-être des parcours de conscience. Donc c'est vraiment les 4 corps qui sont impliqués là. Être en amour, dans la douceur avec nous-mêmes, avec nos 4 corps, ça va permettre de libérer l'énergie. Parce que tant qu'on est, ce que je vous disais sur les douleurs de règles, tant qu'on est crispé sur la douleur, crispé sur non, je ne veux pas, crispé sur non, ça se passe, c'est pas normal que ça se passe comme ça, non, je suis pas contente d'être malade, donc je. Comment vous voulez que l'énergie circule dans votre corps? Et donc, du coup, libérer cette énergie, c'est l'énergie vitale qui va pouvoir ensuite faire son travail de réparation, puisqu'on va lui en donner tous les moyens. Faire confiance à l'intelligence du corps. À partir du moment où vous aurez et au processus, dont je vous ai parlé, on porte à la conscience, on comprend les déséquilibres hygiénistes qu'on a fait, et cetera. Et ensuite, on fait complètement confiance à notre corps qui a une formidable intelligence. Il y a pas la peine d'aller faire taire les symptômes, ce que malheureusement, la médecine conventionnelle propose trop souvent. On tu mal à la tête, prends un cachet pour la tête, tu auras plus mal et basta, tu as fait juste fermer les symptômes. Mais attends, peut-être que ce mal de tête, il veut dire quelque chose. Y a-t-il un encrassement? Y a-t-il un manque d'oxygénation? Y a-t-il un blocage énergétique? Et y a-t-il un conflit à l'intérieur du mental? Qu'est-ce que ça t'empêche de faire? De travailler? Qu'est-ce qui se passe dans ton travail en ce moment? D'être bien? Pourquoi t'es pas bien? Est-ce qu'il y a besoin de réaligner quelque chose? Voilà. Franchement, faire taire juste le symptôme, ce serait vraiment se passer, de toute une exploration, d'un chemin de bien-être et de mieux-être et d'épanouissement. Et là, voilà, bah, je vais vous inviter à nouveau à danser, à méditer, à faire du qigong, du yoga, du tango, à faire l'amour, parce que tout ça, c'est des moyens de descendre dans le corps et de vraiment l'écouter. Et là, je parle pas de la danse classique, trop conventionnelle, même si elle peut l'être à un moment donné, mais des formes de danse très libres vont permettre parfois, des fois, de débloquer l'énergie et de complètement écouter ce que le corps veut nous dire. Bon, la méditation, je vous ai dit, moi, j'ai fait un parcours méditatif qui m'a permis de débloquer certaines, sensations ressenties de mon corps. Qigong aussi magnifique, yoga, mais yoga pratiqué pas comme certaines formes de yoga où on est dans la performance, de certaines postures compliquées. Non, non, je vous parle d'un yoga où on rentre vraiment dans le ressenti de son corps. Le tango, faire l'amour, méditer en écoutant son utérus, voilà et le tango donc bah, je vais conclure là-dessus. Donc souvenez-vous de cette petite vidéo, vous pouvez même la regarder hein, si vous voulez, il y a la référence dans le diaporama, je pense que si vous cliquez dessus dans le PDF, je vais vous donner aussi le PDF complet du diaporama. Si vous cliquez dessus, vous pouvez revoir la vidéo et imaginez, que voilà, ces 2 danseurs symbolisent, vos 4 corps avec la musique. La musique qui serait l'âme
l'homme qui serait un peu comme qui dirait le mental, la femme un peu les émotions, l'énergie, le rythme, les hormones. Les hormones, hein, qui sont beaucoup sur le rythme, comme je vous disais, qui sont en même temps qui vibrent avec les rythmes naturels, donc cette musique qu'on entend. Voilà et le corps vital, bah, c'est tout ce qui nous met en mouvement, qui va mettre en mouvement, hein, qui vient de la musique. Donc voilà, im re-regardez cette vidéo. Enfin moi, c'est une invitation. Re-regardez cette vidéo avec comme si c'était ça et regardez ou d'autres vidéos de tango d'ailleurs et regardez l'écoute que ça demande entre les différentes parties de nous-mêmes. Pour que ça fonctionne tout ça, pour que ce soit harmonieux, pour que ce soit beau, pour que ça danse avec la vie. Voilà, j'aurais pu faire voilà donc l'invitation de vraiment, danser avec votre corps, en faire votre meilleur allié. Voilà, j'espère que ça vous aura donné des clés pour le comprendre, les corps, les mieux les écouter, à être en amour avec eux quoi, se dire qu'ils ont ça aussi c'est quelque chose, que malheureusement bon voilà, enfin, malheureusement, on rencontre trop des gens qui ont pas confiance en leur corps ou qui en font pas un allié, alors que bon, c'est quand même, notre véhicule, notre quotidien et puis, bah, pour les femmes, hein, de l'avoir, contraint, restreint, caché, enfermé dans des corsets, des demander de maigrir, de ressembler à quelque chose et on a fini par plus aimer notre corps alors que franchement, c'est quand même le quelque chose de fantastique qu'on a, d'être en vie. Tous les matins, je suis dans la gratitude d'être en vie. Merci quoi, d'être en vie, merci ce corps de me permettre de vivre et de son intelligence fantastique quand même de faire tellement de choses et donc d'avoir comme un devoir en fait, envers lui qui est si magnifique, bah, de prendre le temps de l'écouter et d'avoir aussi une attention, voilà, à ce qui peut s'exprimer à travers les messages de mon corps. Dans les voilà, dans les désordres physiologiques, mais aussi, dans les messages plus profonds qui peuvent s'exprimer là. Voilà. Bonne exploration de tout ça. C'était la fin du voilà, du dernier de la c'était le dernier module de la formation Naturo-Féminité pour ce beau parcours qu'on a fait ensemble. Je vous souhaite à toutes, voilà, une vie, pleine et entière de femmes épanouies et Et je suis émue là de voilà, de clore cette, mais on se retrouve dans le cercle de fin dans les cercles de fin de semaine pour celles qui peuvent, j'espère et voilà, je suis c'est chouette parcours, je trouve. Merci de votre attention et bonne exploration à vous.